Bonjour, je suis Raphaël Richard, le fondateur de 24PM Academy, une plateforme d'e-learning qui forme à l'intelligence artificielle, au marketing digital et à l'e-commerce. Donc je suis passionné depuis très longtemps et néanmoins j'ai beau être passionné, en fait j'aime bien que la technologie soit à notre service et que nous ne soyons pas au service de la technologie. Donc j'enregistre cette vidéo pour aider le corps enseignant à mieux comprendre ce qui se cache derrière cette technologie GPT, ChatGPT, et pour vous donner en fait des clés pour essayer de détecter la fraude, les devoirs écrits avec l'aide ou entièrement, intégralement par ChatGPT. Donc du coup j'ai écrit un article auquel vous pouvez vous référer à froid, donc qui s'intitule « Comment détecter la fraude ChatGPT dans les dissertations, les rapports, les thèses et les devoirs ?» et qui explique qu'on peut procéder pour le coup en 3 étapes. Alors la première étape, c'est de bien comprendre ce qu'il y a derrière, parce que si on ne comprend pas ce que peut produire l'outil, on aura beaucoup plus de difficultés pour le coup à imaginer quelle partie des devoirs en fait il a pu faire à la place des élèves. Le deuxième conseil que je donne en fait, c'est de pratiquer ChatGPT, à la fois parce que je pense que ça va devenir un outil en fait essentiel, ou cette famille-là d'outils vont devenir essentiels à la fois dans le cadre de recherche d'informations personnelles ou professionnelles, et à la fois même dans le cadre des processus d'apprentissage. Moi je suis en train de développer une méthode pour apprendre à mon dernier en fait qui a 5 ans et qui est très curieux et qui apprend très vite à utiliser en fait ChatGPT pour répondre aux questions qu'il se pose sur le monde, sur les technologies, sur les techniques de construction de maisons. C'est une de ses passions en ce moment. Donc c'est une famille de technologies. Ça n'est pas comme le métaverse, la blockchain, les crypto-monnaies qui sont des technologies qui sont modérément utiles. Là, on est sur un outil qui, dans le cadre de la pédagogie, peut être un assistant, pas du tout remplacé, mais un assistant avec plein de limites, mais plein de potentiel. Et je vous encourage, vous les profs, le corps enseignant pour le coup, à vraiment le pratiquer, non pas pour en isoler les limites, en voir les défauts, etc., mais à essayer d'en extraire son plein potentiel. Sinon, ce sont vos élèves, pour le coup, qui le feront à votre place. Et du coup, en le pratiquant, vous verrez que cet outil-là, et puis d'autres outils probablement de la même famille qui apparaîtront, il y a Sparrow de Google qui est dans les cartons. Vous verrez en fait qu'ils sont capables de produire en fait certains types de contenus et pas d'autres, et que quand on les utilise suffisamment fréquemment, en fait on s'aperçoit que les textes sont quand même assez formatés, la façon de s'exprimer de ChatGPT en fait est quand même assez énorme, et même si on peut lui demander d'utiliser un style plutôt qu'un autre lorsqu'on lui pose une question, lorsqu'on lui demande de générer un texte, mais en général le style quand même est un peu reconnaissable. Alors c'est reconnaissable quand on le pratique beaucoup, donc c'est pour ça que je vous encourage vraiment à le pratiquer beaucoup, et ce faisant vous verrez qu'il y a des questions auxquelles il ne peut pas répondre et des questions auxquelles il peut répondre. Et si vous connaissez vous le style de vos élèves, parce que c'est probablement en fait l'arme multiple de détection, vous verrez que le style de ChatGPT et le style de chacun de vos élèves pris de façon particulière, pour le coup, sont quand même assez sensiblement différents. Et vous verrez probablement en fait qu'il y a des différences de niveau, de densité à l'intérieur d'un devoir qui aurait été écrit à moitié par l'élève et à moitié par ChatGPT. Et si vous savez reconnaître le style ChatGPT, du coup ce sera facile de mettre en évidence qu'il y a peut-être une vérification pour le coup à faire. Et du coup la troisième partie, après avoir décortiqué la technologie ChatGPT, avoir beaucoup pratiqué vous-même pour reconnaître le style ChatGPT, c'est d'utiliser le cas échéant en fait des outils qui existent, qui sont en train d'apparaître, qui sont perfectibles, mais qui ne marchent pas si mal que ça, qui sont faits pour détecter soit en général des contenus écrits par l'intelligence artificielle, soit pour détecter spécifiquement les contenus générés par ChatGPT ou GPT. D'ailleurs, du coup, on va revenir à la première étape, puisque la première étape, c'était d'essayer de comprendre ce qui se cachait derrière ces technos. Donc tout ça, c'est décrit dans l'article que vous pourrez retrouver sur le site. Donc, GPT c'est une technologie qui a été développé par une société qui s'appelle OpenAI en français, donc qui a été créée en 2015, qui était une des technologies, une des sociétés spécialisées dans l'intelligence artificielle. Il y en a des centaines aux États-Unis, qui est la plus pointue sur un domaine d'application ou un type de technologie
une famille de technologies liées à l'intelligence artificielle qui est le NLP, le Natural Language Processing, ou le traitement du langage naturel en français. Et c'est une grande famille de technologies d'intelligence artificielle qui peut être utilisée pour traduire des documents, pour analyser le contenu de documents, pour essayer de comprendre le contenu des documents, pour classifier des documents, donc par exemple pour détecter automatiquement si un avis laissé par un client d'une société a plutôt une tonalité positive ou est plutôt négatif, et le cas échéant pour détecter éventuellement les sujets de satisfaction, d'insatisfaction de mails qui peuvent être envoyés au service client. Ces technologies-là, elles permettent aussi de résumer ou de développer au contraire pour le coup un sujet. Elles permettent aussi de créer des chatbots. Et GPT, ça n'est pas un outil qui est spécialisé dans les chatbots, c'est un outil qui est capable en fait quasiment de réaliser toutes les tâches que l'on attend du NLP. Normalement, avant GPT, on avait des outils qui étaient assez spécialisés. Soit c'était des outils qui étaient capables d'analyser le contenu d'avis clients, soit c'était des outils qui étaient capables de générer du texte et encore pas si sympathique que ça, soit c'était des outils qui étaient capables de dialoguer en mode de chatbot, mais il y avait quasiment aucun outil qui était très très fort sur tous les domaines d'application du NLP, du traitement du langage naturel. Et pourquoi cet outil-là est pour le coup entre guillemets multitâche et en plus fait parler beaucoup de lui parce qu'il arrive vraiment à tenir des conversations entre guillemets, alors que vous savez avant GPT, lorsqu'on poser une question, même pas forcément maligne, à un chatbot, souvent il avait du mal à la comprendre, et si jamais par miracle il la comprenait, il avait des difficultés à nous formuler une réponse qui tenait à peu près le coup, et donc du coup on reconnaissait tout de suite que c'était un robot qu'il y avait derrière et pas un humain qui aurait vraiment analysé et compris votre question. Pourquoi ça fonctionne? C'est qu'il s'appuie sur une nouvelle approche du traitement du langage qui sont les Large Language Models, les modèles de langage large. Donc en gros, large, ça veut dire quoi? Alors en anglais, c'est plutôt volumineux, important. C'est que cet outil-là a été indexé non pas quelques milliers de documents, quelques centaines de milliers de documents, voire quelques millions de documents. Il est indexé dans la version qui est en ligne à l'heure où j'enregistre cette vidéo et qui sera probablement remplacée dans quelques mois par une nouvelle version. Donc sa nouvelle version, sa version actuelle, c'est GPT-3. GPT-3 a été indexé, a découvert la connaissance à travers l'indexation de 600 ou 700 millions de documents. Et donc du coup, il a fait un petit peu ce que fait Google, hein, vous savez que Google crawl, parcourt le web en permanence, mais il a fait la même chose, sauf que lui, il a essayé vraiment de comprendre le contenu de ces documents. Alors pas n'importe quel document, pas les documents qui se situent dans les forums, pas des documents qui sont édités sur des sites un peu borderline, donc plutôt des documents de type un peu fiable, Wikipédia, mais pas que, hein, très loin de là. Wikipédia, ça doit représenter peut-être 1%, je crois un petit peu moins de 1% des 600 ou 700 millions de documents qu'il a indexés. Il a vraiment essayé de les décortiquer et d'analyser les concepts, les contenus, le sens des documents en fait qu'il a parcourus. Donc évidemment, c'est une puissance de calcul en fait phénoménale qu'il a fallu déployer, mais à la fin, et aussi parce que du coup, la façon dont les algorithmes d'analyse de ces documents en fait ont été programmés, à la fin en fait on est arrivé en fait sur un système qui n'est pas omniscient mais qui est pluridisciplinaire. Il est capable de s'exprimer sur énormément de sujets, sur la physique quantique, sur le marketing digital, sur les méthodes d'enseignement, et pas que, loin de là. Je l'ai interrogé par exemple sur les problématiques de souveraineté numérique que posaient les GAFAM. Il a été capable de me sortir un texte qui tenait la route. Alors pas extrêmement inspiré, parce qu'il faut avoir en fait en tête que ces outils-là, ils écrètent les choses qui sont un petit peu bizarres. C'est-à-dire que tout ce qui, du point de vue statistique, a l'air d'être un peu sous-représenté aux extrêmes, du coup, il s'en débarrasse. Pourquoi? Parce que son objectif, ça n'est pas ni de vous proposer une vision originale du monde, encore moins de prendre parti quand il y a plusieurs partis qui s'affrontent et des avis, un consensus qui n'est pas unanime, mais il essaie quand même d'être dans le consensus, d'exposer, de se limiter à des consensus relatifs.
Donc du coup, il sera capable de dire, bon bah voilà, sur une question donnée, il y a les pour, il y a les contre, et il y a du bon et il y a du mauvais des deux côtés. Puis du coup, il va prendre soin de ne pas prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. Et il va s'exprimer un peu comme, entre guillemets, un journaliste neutre pourrait s'exprimer. À la différence, évidemment, qu'on sait bien qu'il n'y a aucun journaliste qui ne s'exprime de façon neutre, parce que ce qu'on lui demande, c'est d'analyser en fait l'information, et quand on analyse une information, qu'on soit un robot comme ChatGPT ou un journaliste, on a des prismes, on a des angles, des présupposés, des postulats, des convictions, qui fait que du coup on analyse les choses d'une façon particulière. Et un journaliste chinois objectif, un journaliste américain objectif, un journaliste français objectif, ils ne vont pas du tout analyser en fait une information de la même façon, parce que il y a pas mal de choses qui sont liées à leur culture, à leurs convictions, à des jeux de valeurs. GPT, c'est un peu ça. Et il essaye d'équilibrer, d'avoir un point de vue en fait équilibré, pas extrémiste évidemment, mais quand même il est empreint d'un certain nombre de présupposés, de postulats. Mais à la fin quand même, les textes qu'il restitue normalement sont à peu près neutres, à peu près fiables. Et puis vous parviendrez toujours à le prendre en défaut dans un certain nombre de cas, mais en général, en fait, il ne dit pas trop de bêtises. En tout cas, c'est de l'intelligence artificielle et qui ne dit pas plus de bêtises en moyenne qu'un être humain pourrait en dire. Et moi, le premier, je dis régulièrement des bêtises. Et attendre qu'un robot, en fait, dise moins de bêtises proportionnellement qu'un humain, c'est quand même assez ambitieux, parce que jusqu'il n'y a pas longtemps, ces robots-là, ces chatbots, étaient quand même assez peu capables de dire des choses sensées et un petit peu pointues. Et donc, du coup, ça a une conséquence, en fait, sur les textes qu'on va pouvoir lui demander, et qui viendront peut-être qui alimentent déjà les devoirs de certains de vos élèves ou étudiants, c'est que les parties générées par ChatGPT, puis moi je l'ai poussé, j'ai essayé de lui faire dire des choses un petit peu bizarres, un petit peu curieuses, qui sortaient du consensus, et systématiquement il me ramène un peu dans des choses raisonnables. Donc très très souvent, les passages qui auront été générés par GPT et insérés dans les devoirs de vos élèves seront très équilibrés, très raisonnables, très défendables. Et d'autant plus défendables qu'il y a des mots, des expressions, des tournures de phrases, des articulations, des adverbes en fait, qui reviennent de façon récurrente dans son discours et qui sont surreprésentés dans son discours par rapport à ce qu'elles sont dans des devoirs rédigés par des élèves ou juste des êtres humains. Alors je vous ai donné un exemple dans l'article, vous voyez, je lui ai demandé d'aller sur un terrain qui était un peu glissant. Je lui ai posé une question: démontre-moi que les GAFAM ont des activités de lobbying agressives en Europe. Et même si je lui demande ça, donc du coup c'est une question qui est très orientée, il va me répondre: il est très difficile de montrer de manière concluante que les GAFAM, Google, Apple, machin, etc. ont des activités de lobbying agressives, car cela dépend, blablabla. Certaines personnes peuvent considérer que, il est vrai que, en tant que tel, cependant, il est important de noter que, mais il est également important de, en fin de compte. Et là, vous voyez, c'est quand même un registre de langage et des articulations qui sont un petit peu spécifiques, qui correspondent à un certain registre, une certaine façon de rédiger. Et ces types d'articulation, je ne sais pas comment mieux qualifier ces expressions, on les retrouve moins souvent dans les écrits, pour le coup, des élèves. Ou alors, on les retrouverait dans des écrits d'élèves qui écrivent de façon un petit peu artificielle et qui se forcent en fait à utiliser des articulations qu'on leur a appris entre guillemets à l'école dans les cours de rédaction pour articuler leurs pensées, mais vous voyez que c'est un petit peu caricatural. Et là, le style de GPT, d'une certaine façon, il est un peu caricatural. Sur le fond, il est mou. Faut pas compter sur lui pour aller rédiger un texte entre guillemets inspiré, en tout cas sur les sujets sur lesquels vous pouvez interroger vos élèves. Parce que GPT est capable de rédiger des textes humoristiques, il est capable de rédiger des textes avec une tonalité commerciale, des textes un petit peu enlevés, il suffit de lui demander. Mais
sur les sujets entre guillemets académiques, il ira plutôt sur un ton enfin, il rédigera des choses qui sont quand même un petit peu reconnaissables, un peu molles, un peu dans le consensus ou les consensus pour le coup. Donc ça peut être un moyen aussi de repérer en fait à certains endroits des devoirs de vos ouailles des passages qui auraient été rédigés par GPT. Toujours je reviens pour le coup sur le premier point sur la technologie. Donc GPT est capable de s'exprimer sur énormément de sujets, probablement des millions de sujets, mais à condition que les sujets étaient suffisamment traités régulièrement, fréquemment, statistiquement, de façon significative, au sein des 600-700 millions de documents en fait qu'il a été cherché sur le web. Et dès lors que on va l'interroger sur un sujet très spécifique sur lequel il a récupéré peu de documents, donc déjà, outre le fait qu'il a eu du mal en fait parce que il lui faut beaucoup de documents pour comprendre un sujet, à sa manière de logiciel d'intelligence artificielle. Si jamais il a peu de documents, bah du coup déjà il va avoir du mal à comprendre en fait les différents concepts relatifs à une thématique donnée, mais en plus il risque de se dire oh là, de toute façon ça, si ça se trouve, c'est un avis qui est très subjectif, qui ne représente pas entre guillemets le sens commun, ce qui est communément accepté. Donc du coup, hop, je vais m'en éloigner. Donc il aura du mal à rédiger des contenus de ce type-là. Alors en fait, vous n'êtes pas à l'abri que vos élèves malins, entre guillemets, qui sont suffisamment affûtés, demandent à GPT de rédiger les parties consensuelles d'un document, d'un devoir qu'il devrait rédiger sur quelque chose de très spécifique. Mais même quand on traite quelque chose de très spécifique, il faut peut-être contextualiser un peu les choses et puis partir du général pour aller sur le particulier. Donc on n'est pas à l'abri de ça, mais en tout cas sachez que les passages sur des trucs très pointus, très particuliers, auront du mal à être traités par GPT. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui. Autre limite, c'est que GPT en fait a une connaissance qui s'arrête grosso modo 1 an avant le moment où vous l'utilisez. Donc du coup, tous les concepts récents, les débats de société récents, GPT aura du mal. Alors si en plus ce sont des débats de société récents et franco-français, ce sera encore pour le coup plus difficile. Mais sur tout ce qui est classique, connaissance entre guillemets académique ordinaire, là pour le coup il arrive à s'exprimer. Donc voilà, pratiquez-le, comme ça vous arriverez en fait à vous faire une idée de ce qu'il est capable de produire, de ce qu'il n'est pas capable de produire, et du coup vous arriverez normalement à sentir un peu si un devoir a été GPT-isé. Je ne sais pas en fait quel est le bon mot, le bon verbe à utiliser. Et enfin, ben si vous pensez qu'il y a peut-être matière à douter, vous avez des logiciels, alors qui sont quand même assez récents, hein, qui sont loin d'être parfaits, dans lesquels vous pouvez rentrer des bouts de texte, des bouts de des passages des devoirs qui ont été rédigés par vos élèves ou étudiants, pour leur demander ce qu'ils en pensent. Et je vous ai expliqué que déjà, vous voyez, vous, à l'œil nu, à l'œil d'humain, vous pouviez repérer à partir de certaines expressions qui sont surreprésentées dans les textes écrits par GPT, vous pouviez un petit peu sentir les choses. Et ben, il y a des logiciels, donc du coup là je vous en ai donné une dizaine. Peut-être que lorsque vous lirez vous visualiserez cette vidéo, il y en aura une partie qui n'existeront plus parce qu'ils sont très expérimentaux, hein, ces outils-là. On a des outils qui ont été développés justement pour repérer les choses, les éléments caractéristiques dans la structure, dans la sémantique, dans la façon de s'exprimer, d'articuler, entre guillemets, un texte, qui sont caractéristiques des textes générés par les GPT et ses cousins. Donc il y en a un qui s'appelle par exemple Draft and Goal, un autre qui s'appelle GPT Radar, un autre qui s'appelle GPT Zero, Originality, Content at Scale Detector, Copilix AI Content Detector, Grover, Write AI Content Detector Tool, Poem of Quotes, Cross-Plag, Sapling, le dernier. Tout ça, vous voyez, tous ont un nom entre guillemets on va dire à consonance anglo-saxonne, parce que ils ont vocation pour le coup
à être utilisé, la technologie a vocation à être utilisée dans le monde entier, en tout cas dans le monde entier, on va dire occidental déjà, et qu'il commence toujours en général par s'attaquer à la langue anglaise. Donc celui-là, dans sa première version, donc ça c'est un logiciel écrit par des Français, enfin développé par des Français, il est d'abord disponible en anglais au moment où je l'enregistre, mais il devrait sortir dans une version française en fait incessamment sous peu. Donc du coup ça c'est probablement le logiciel qui vous intéressera le plus. Les autres, je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de tous les citer, et de tous les tester, mais ça vous donne pour le coup des pistes de départ. Donc vous pouvez simplement taper leur nom. Celui que vous voyez ici, vous arrêtez la vidéo puis vous relevez en fait les noms de ces outils-là, vous les tapez dans Google et normalement vous devriez tomber dessus assez vite. Il y en a certains qui seront disponibles uniquement en anglais et d'autres qui seront probablement disponibles en version multilingue. Mais pour le coup, ça peut, je pense, vous aider. Donc du coup, si vous avez besoin, du coup, utilisez ces outils-là. Faites attention parce que il y a souvent une version gratuite limitée en quantité, parce que ce qu'ils veulent, c'est vous pousser à l'usage, à les utiliser, à passer à la version payante. Donc ça, ce sera négocié, je ne sais pas, avec les instances dirigeantes des établissements qui vous font travailler. Mais il y en a certains qui resteront un petit peu gratuits. Donc à petit niveau d'utilisation, normalement, vous devrez vous en sortir, et sinon il faut taper logiciel détection fraude GPT ou contenu généré par GPT pour y arriver. D'ailleurs j'ai complètement oublié de vous parler d'une chose, c'est que vous connaissez probablement cette technologie là sous le nom de ChatGPT. Parce que c'est entre guillemets l'interface, le service grand public qui a été monté autour de la technologie GPT. Vous savez, celle dont je vous parlais tout à l'heure au début de la vidéo, et je vous disais que c'était une techno un petit peu multi-usage autour du traitement du langage naturel, du NLP. Et le produit grand public qui a fait exploser la notoriété de la société éditrice, c'est ChatGPT, donc la version chatbot. Pas très compliqué à utiliser, à la portée vraiment de n'importe qui, et qui quelque part est un petit peu concurrente de Google. C'est pour normalement à la base c'est pour de la recherche d'informations, mais qui nous oblige pas à aller chercher après à droite à gauche sur internet pour accéder aux sources. Lui il nous prémâche le boulot. Et il y a une version qui existe depuis beaucoup plus longtemps de cette technologie là qui s'appelle GPT. On en est à la 3e version, GPT-3, qui est utilisée par les professionnels, par les entreprises, pour générer du contenu au kilomètre. Donc moi, par exemple, j'ai besoin d'alimenter pour me faire connaître et pour faire connaître les sites de mes clients, puisque moi à la base je suis consultant en marketing digital, j'ai besoin de rédiger beaucoup de contenu qui soit très bien référencé dans Google, parce que ça va permettre d'augmenter le trafic sur mes sites et sur ceux de mes clients. Et rédiger du contenu, si possible intéressant, ça prend du temps. Et ça fait des années, ça fait 20 ans qu'on essaye de trouver des astuces pour générer du contenu en masse de façon automatique. Mais jusqu'ici, la qualité du contenu était comme ça. Et là, du coup, nous, on utilise, les professionnels du marketing ou du contenu sur Internet, cet outil-là, parce que c'est le meilleur, définitivement, enfin au moment où j'enregistre la vidéo, justement pour rédiger vite des contenus. Et du coup, je peux lui poser une question sur une thématique, et puis je peux même lui donner le plan qu'il doit utiliser pour répondre à la question que je lui pose. Quand je dis lui répondre à la question que je lui pose, là vous voyez par exemple, la question que je lui ai posée, c'était de me rédiger un article que j'avais rédigé et que j'avais publié sur un site pour en faire un tweet. Donc on peut même lui demander ça. De condenser, je ne sais pas, 9-10 lignes en un tweet, donc du coup je crois de 280 caractères. Et à l'inverse, je peux lui dire, écris-moi un article sur l'émergence, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, de l'intelligence artificielle dans le monde. Et il saura écrire quelque chose. Mais là, du coup, il risque de partir un peu dans tous les sens. Donc, en affinant, en fait, en rentrant certains paramètres, du coup, via cette interface-là, je peux orienter la réponse qu'il va me donner. Je peux lui indiquer le nombre de mots qu'il me faut. Je peux lui indiquer, je vous disais, la structure qu'il doit utiliser, le nombre de mots dans chaque paragraphe. Je peux lui dire, tiens, il faut une introduction, il faut une conclusion, et il va falloir que tu abordes cette thématique-là, cette thématique-là, cette thématique-là. Et puis à la fin, tu devras en conclure que. Et du coup, la plupart du temps, si on formule bien cette demande-là, il accouchera d'un article qui correspond relativement à ce qu'on lui a demandé. Donc ça, c'est le vrai GPT. Et la version qui est la plus connue,
et la plus utilisée par les étudiants, c'est celle qui se présente sous forme d'un chatbot, ChatGPT, que vous devez connaître, et du coup à qui on pose des questions et qui nous répond. Donc sachez qu'il y a les deux. Celle-là qui est un tout petit peu plus difficile d'accès, et qui correspond à un service d'ailleurs qui est séparé. D'ailleurs, vous voyez, il y a même des paramètres techniques à rentrer pour orienter la qualité du contenu, le type de contenu qu'il va nous générer, mais qui peut faire beaucoup plus de choses et qui est à destination pour le coup des professionnels et pas du grand public. Et puis les questions, toujours au moment où j'enregistre cette vidéo, qu'il y ait et cette version-là, évidemment, est payante. Qu'il y ait une version de ChatGPT, qui est beaucoup utilisée, même par des professionnels pour générer du contenu, qui devienne payante. Donc on aurait à terme trois formules. La formule gratuite pour un usage pas trop intensif, mais du coup qui conviendra à mon avis à vos étudiants. La formule très payante, vraiment pour les vrais professionnels ici. Et puis entre les deux, on aurait une formule de ChatGPT qui est utilisée aussi pour générer du contenu, qui serait pour le coup payante lorsqu'on dépasserait lorsque l'usage de ChatGPT, qui est normalement gratuit pour le coup, dépasserait un certain niveau, un certain nombre de requêtes par jour, par exemple. Donc voilà, j'espère que maintenant vous comprenez ce que c'est que GPT, la version que vous faites la différence entre ChatGPT, la version grand public, et la version professionnelle, et puis surtout que vous avez maintenant des billes pour essayer de détecter déjà juste avec vos yeux d'humain des contenus générés, enfin des parties des devoirs qu'on vous rendra générés par GPT, par GPT ou ChatGPT, et que du coup maintenant en plus vous avez une liste d'outils pour justement après confirmer vos suspicions. Attention, parce que plus c'est ira, plus les outils comme ChatGPT écriront comme des humains. Et donc du coup, c'est un petit peu comme dans le domaine de la lutte contre la protection des ordinateurs contre les antivirus. On est engagé en fait, les outils de détection de la fraude GPT entre guillemets vont être engagés dans un jeu du gendarme et du voleur, du chat et de la souris, je ne sais pas quelle est la bonne expression, parce que plus les outils comme ChatGPT seront fins, du coup, plus les outils de détection du plagiat, de la fraude à l'intelligence artificielle, pour le coup, devront se perfectionner pour essayer de ne pas se faire doubler. Pour être honnête, je pense que les plus intelligents, les plus affûtés de vos élèves arriveront toujours à corriger le contenu générés par GPT pour faire en sorte de flouer les outils de détection de contenu générés par les outils comme ChatGPT. Donc malheureusement, je pense que vos élèves les plus pointus pour le coup arriveront à passer à travers les mailles du filet en reformulant un peu les textes. Ah, j'ai complètement oublié de vous parler de quelque chose, c'est que OpenAI, la société qui a créé ChatGPT, a dit qu'elle travaillait sur un système en fait de code invisible qui serait inséré dans les textes pour permettre à des outils de détection de la fraude entre guillemets de détecter excessivement rapidement les textes qu'aura généré ChatGPT. Donc les codes en fait ce ne sont pas des codes informatiques puisque ce sera du texte, mais ce sera une façon de formuler le texte si vous voulez, qui sera spécifique. Vous, à l'œil nu, vous ne pourrez pas du tout la détecter, mais qui contiendra des petits indices qui permettront au logiciel de détection de la fraude de repérer que le contenu a été généré par ChatGPT. À très bientôt pour une autre vidéo. Donc moi je vous encourage à vous abonner à cette superbe chaîne, celle de la 24PM Academy, ou à me suivre sur LinkedIn puisque je partage énormément de mes intuitions et de mes passions sur ce réseau social professionnel.